Mesdames et messieurs, bienvenue à En direct du bureau du maire. Les 30 prochaines minutes sont destinées à vous informer et à vous éclairer sur certains dossiers et grandes orientations de la ville de Laval. Et on a M. le maire dans son bureau. Merci, M. le maire, de nous recevoir à nouveau ici. Merci encore une fois de me donner l'occasion de m'exprimer à nos citoyens. Quelle sorte d'été avez-vous eu? Écoutez, ça fut un été fort occupé, fort actif, avec beaucoup d'activités culturelles. On peut commencer par toutes les activités dans le Vieux-Sainte-Rose, les fêtes gourmandes, la fête de la famille, le mondial Loto-Québec. Alors, on a fait le tour de ces activités-là. On a vu les Lavallois heureux d'y participer et l'importance de ces activités-là pour la communauté lavalloise. Parlez-moi justement du mondial Loto-Québec. Il y a un gros point d'interrogation au bout de cet événement d'envergure. Qu'est-ce qui va arriver si Grégory Charles ne revient pas avec le mondial? Écoutez, j'aimerais dire que c'est une activité qui est importante. Alors, si jamais Grégory décidait de ne pas revenir, à ce moment-là, on va trouver quelque chose auquel les citoyens s'identifient et il est important d'avoir une activité culturelle disponible à l'ensemble de nos citoyens. Alors, et on a aussi des gens, une belle expertise dans le domaine à Ville de Laval, mais on travaille dans l'optique de parler avec Grégory, de s'asseoir avec et de voir les possibilités pour ramener. Et il y a des correctifs. Peut-être qu'il faut se ramener à la formule originale, d'avoir une plus grande présence des chorales et moins les spectacles qui compétitionnent un peu plus avec ce qui se fait à Montréal, à Québec et d'autres villes. Avoir une page culturelle qui identifie Laval et qui est propre à Laval. On devrait être fixé quoi? Au début ou à la fin de l'année 2014, début 2015 à peu près? Ou plus rapidement que ça? Le plus rapidement possible. Normalement, parce que vous savez qu'il y avait des contrats de signés. Et nous avions un contrat dont la dernière année était l'année qui se termine, 2014, avec l'organisation de Grégory Charles. Alors, on doit se rasseoir, faire l'autopsie de ce qui est arrivé et regarder les possibilités pour 2015 et les autres années. 2015, qui est l'année de notre 50e anniversaire. Alors, c'est d'autant plus important. Cet été, vous avez perdu quelqu'un qui vous était cher, c'est l'abbé Raymond Gravel. Effectivement, M. Raymond Gravel, bon, je crois qu'il était très connu, mais il y avait un lien d'amitié. Premièrement, il a marié une de mes filles. Ah, OK. Il a baptisé deux de mes petites filles. C'est un ami personnel et évidemment, il était l'aumônier de la Fraternité des policiers de Laval. Alors, je connais Raymond depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, et c'est quelqu'un qui avait des belles valeurs, croyait à ses valeurs, les défendait et d'une générosité incroyable. Et qui a eu un parcours très difficile. Puis il s'en cachait pas, Raymond. Une fin très digne aussi pour lui. Oui, et il a toujours été quelqu'un qui exprimait haut et fort ses convictions, ses valeurs, et il les défendait. Et j'ai beaucoup de respect pour tout ce que Raymond a fait et il va nous manquer. Parlons de respect. Qu'est-ce que vous avez pensé du saccage de l'Hôtel de Ville de Montréal, M. le maire? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je suis pour que les gens puissent s'exprimer, mais il y a des règles à suivre. Les règles et nos lois ne disparaissent pas lorsque les gens veulent revendiquer quelque chose. Alors, il y a une façon de le faire et ça doit bien se faire. Alors, Montréal a pris ça en main. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais je crois au droit des employés, des ouvriers de revendiquer, comme toute personne qui a quelque chose à dire. C'est la base de notre démocratie, mais ça doit se faire selon les règles. Il y a eu aussi un problème ici à Laval de policiers qui ont essuyé leur autopatrouille. On se demandait d'abord qui avait fait ça. Les raisons, on les connaît, mais est-ce qu'il y avait eu des dommages sur les autopatrouilles? Il n'y a pas eu d'autres nouvelles depuis ce temps-là. Qu'est-ce que vous en avez comme information pour nous, les citoyens? Écoutez, en date d'aujourd'hui, je n'ai pas reçu le rapport du directeur du service. J'attends toujours le rapport et les gens qui ont posé de tels gestes vont assumer leurs responsabilités. Ça a été clair. Alors, on attend que le directeur nous fasse rapport, nous fasse des recommandations
qui pourra nous dire si effectivement il y a eu des dommages. S'il y a eu des dommages, je crois qu'elles sont minimes, d'après ce que j'ai pu en voir. Mais reste que je veux prendre des décisions sur des bonnes bases. Qu'est-ce qui est si long? Parce que dans le fond, c'est clair, on regarde quel policier travaillait à quelle heure avec quelle autopatrouille, et c'est là qu'on sait effectivement qui a fait quoi, là, non? Oui, écoutez, d'identifier les autopatrouilles, c'est pas évident parce qu'on les voit de très loin sur une caméra. Alors ça, il y aura une démarche à faire. Et une fois qu'ils seront identifiés, il y aura des mesures de prise. Et ces mesures-là seront probablement de nature déontologique. Alors, moi, mon devoir, ça va être de m'assurer que les procédures sont suivies et que les gens assument les conséquences de leurs gestes. Et ça va relever de la direction du service de police de s'assurer que ça suit son cours. D'autant plus que vous êtes un ex-policier. Oui. C'est le genre de choses auxquelles on doit se plier quand on est un policier, ou un pompier même, parce qu'on a des codes de déontologie très serrés. Effectivement. Et dans le passé, malheureusement, j'ai dû enquêter et porter des accusations contre des policiers. Et à ce chapitre-là, je vous dirais, écoutez, c'est... Lorsqu'il y a des gestes comme ça de poser, on attaque l'image de notre profession, notre dignité, et c'est inadmissible. Ça se passe comment à Laval en ce moment, les moyens de pression? Oui, je vous dirais qu'il y a eu une certaine, peut-être, accalmie depuis qu'on a fait nos représentations en commission parlementaire sur le projet de loi 3. Nous sommes la seule ville importante au Québec qui a signé des conventions collectives avec 5 groupes d'employés et que les employés ont accepté de réduire leur masse salariale de 3,5 %, de retarder l'âge de la retraite, d'enlever une clause d'indexation automatique, de rendre une clause de rente aux survivants optionnelle et non pas automatique. Alors, ce sont des concessions majeures. Et s'ils l'ont fait, sans menace d'avoir une loi qui leur imposerait, parce que ça s'est fait bien avant ça, c'est parce qu'ils ont pris conscience de l'état des finances du fonds de pension. Alors, nos revendications face au ministre étaient de dire « laissez place à de la négociation ». Parce que le projet de loi, selon la compréhension que nous en avons, c'est que s'il n'arrive pas au résultat, exemple, que le coût d'un fonds de pension pour un employé dépasse 18 %, l'entente ne serait pas admissible. Alors, à titre d'exemple, à Laval, nos pompiers qui ont déjà signé ont été à 18,1 % à peu près. Ou... On ne s'en fâchera pas d'un fleur du tapis à 0,1. Alors, moi, je serais très mal à l'aise de déchirer cette entente-là qui a été signée sans aucune menace, une négociation de bonne foi et avec nos pompiers. Et il y a d'autres groupes d'employés de même. Les Bleus ont signé, les professionnels, les cadres. Alors, il faut respecter ça. Et toutes ces signatures-là attaquent la problématique des finances concernant le fonds de pension. Alors, pour moi, c'est important et j'aimerais garder cette ouverture d'esprit-là pour la prochaine négociation. Bien sûr. Alors, et Laval a ceci de particulier, c'est que c'est une ville jeune, en expansion. Donc, notre fonds de pension n'est pas nécessairement à pleine maturité. On va généralement accroître le nombre des employés au fil des années et donc plus de personnes qui vont contribuer que des personnes qui vont en bénéficier. Ça vous donne un poids supplémentaire en ce moment. Ça nous donne du temps pour régler le problème supplémentaire, contrairement à d'autres villes. Et il y a une petite chose que je tiens à préciser, c'est qu'à l'heure actuelle, nous comptons sur la bonne foi de nos employés. Et je vous donne un exemple tellement assez précieux. On s'est imposé, puis imposer, c'est peut-être pas le bon mot. On a décidé, une fois par semaine, d'aller visiter une entreprise lavalloise qui a du succès dans son domaine. Alors, le comité exécutif de la ville se déplace et, bon, dernièrement, on a vu Couche-Tard, on a vu Show Canada qui a fait les installations olympiques en Russie et qui fait toutes les installations pour le Cirque du Soleil. Et l'ensemble de ces entreprises-là, ce qu'ils nous disent, c'est que ce qui est différencié de leurs compétiteurs,
c'est la qualité de leurs employés, l'implication de leurs employés, la motivation de leurs employés. Alors, on pense qu'en ayant un espace pour négocier dans le projet de loi, qu'on va être capable de préserver ça pour la majorité des groupes d'employés et les plus grands bénéficiaires en seront les citoyens de Ville de Laval. Alors, ce que vous préconisez, c'est du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter. Effectivement. Écoutez, chaque ville a une situation différente et à l'intérieur de chaque ville, chaque groupe d'employés a une situation différente. Je vous donne un exemple. Si on prend les pompiers, la moyenne d'âge est beaucoup plus jeune que si on prend le groupe des cadres. Parce que les cadres, c'est souvent, ils ont la promotion plus tard. Donc, pour garantir le même avantage, il en coûte beaucoup plus cher à un cadre. Alors, si on est limité avec le même 18 % les fonds de pension des cadres seront beaucoup moins généreux que les employés syndiqués. Et là, les cadres n'auront plus intérêt à devenir cadres ou on leur donne des augmentations de salaire qui sont démesurées par rapport à notre réalité. Le ministre Moreau veut adopter la loi 3 le plus rapidement possible. Vous, c'est pas votre vœu, là. Moi, je pense que c'est important. La loi 3, on la veut. Il y a une réflexion qui doit être faite sur toute la structure des régimes de rente au Québec. Il y a une problématique. Mais c'est tellement important qu'il faut s'assurer que c'est bien fait. Alors, plus important que le délai, c'est la qualité. Alors, c'est le message qu'on a dit au ministre et je devrais rencontrer le ministre dans quelques jours. Alors, on verra s'il veut aborder ce sujet-là avec nous. Le 3 septembre dernier, la vérificatrice générale a dévoilé son bilan, en fait son rapport annuel, d'ailleurs très exhaustif, vous l'avez ici, 221 pages, dans laquelle, entre autres, et vous allez me permettre de citer certaines grandes lignes de ce rapport qui, comme je vous l'ai dit, est assez exhaustif. On parle, entre autres, de la gestion des transactions immobilières à Laval, qui est dans une situation alarmante, dit-elle, une absence de vision stratégique, manque d'encadrement et lacunes en matière de gouvernance. C'est ce que constate la vérificatrice. Elle dit, entre autres, qu'il n'existe pas de mission claire et précise ni d'objectif stratégique concernant la vision de la Ville en ce domaine. Et d'ailleurs, au dossier, on parle, entre autres, d'un terrain appartenant à un concessionnaire automobile que la Ville avait cédé pour 400 000 $ et qui a été revendu 4 fois plus cher. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bien, je suis très heureux du rapport de la vérificatrice. Premièrement, il faut se rappeler qu'elle couvre la période de l'année 2013. Alors, c'est l'administration précédente. Deuxièmement, l'aspect des terrains, nous l'avions, et ce terrain-là, c'est nous qui l'avions dénoncé à l'UPAC. OK? Alors, c'est un terrain qui avait été vendu sans appel d'offres ou soumission publique de gré à gré. Cette pratique-là, on y a mis un terme. Ce qui était une pratique courante va devenir une pratique exceptionnelle. Donc, s'il y a des citoyens qui ont des terrains adjacents, puis une petite partie de terrain qui appartient à la Ville, qui est minime, là, on pourra vendre de gré à gré. Donc, c'est des choses auxquelles vous étiez au courant de ça, donc? Ça confirme ce qu'on a dénoncé. Ça confirme ce qu'on a constaté. Et évidemment, nous, on a été élus au mois de novembre, assermentés le 11 novembre 2013. Alors, c'est l'année 2013 qu'elle vérifie. Alors, ça confirme notre compréhension et on est déjà en action dans plusieurs de ces dossiers-là. Alors, à titre d'exemple, le 3-1. Le service aux citoyens. Le service aux citoyens. Alors, on sait que le concept est bien, mais il n'est pas complet. Alors, on a déjà donné le mandat il y a quelques mois et la direction générale est souhaitée nous revenir de façon à permettre aux citoyens, lorsqu'ils logent un appel là, de suivre l'évolution de son dossier, même si le dossier change d'un département à l'autre, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Okay? Et ça pourrait se faire sur Internet, un petit peu comme une lettre enregistrée. Alors, c'est l'informatique à ce moment-là qui doit changer et s'adapter. C'est l'informatique, mais aussi la culture de chacun de nos départements. De développer ça. Une meilleure communication, un meilleur travail de cohésion.
Il y avait aussi tout l'aspect de l'informatique. Oui, bon, j'allais toucher. Je pense, une de nos premières émissions, je disais, il y a un travail colossal parce que lorsqu'on est arrivé ici à l'Hôtel de Ville, tout fonctionne sous format papier et il y a certains départements qui ont évolué, mais il y a un gros coup de barre qui a été donné au niveau de l'orientation de nos services informatiques. Et donc, d'avoir un hôtel de ville sans papier, en fait, ou presque. Éventuellement, on vise ça, mais aussi au niveau des soumissions, puis au niveau de la façon de faire et au niveau des achats. En ce qui a trait au terrain, on avait donné le mandat et ça devrait se concrétiser d'ici quelques mois, d'avoir une personne désignée pour établir une stratégie d'acquisition de terrain et de revente de terrain. Il y a plusieurs villes qui, en Amérique du Sud, ont réglé des problèmes économiques en utilisant ce levier-là parmi d'autres. Non, parce que ça génère quand même des revenus, là. Effectivement, et le développement de la ville, les gens qui le connaissent, c'est nous. Alors, c'est nous qui allons le dessiner. Alors, pourquoi pas mettre ça au profit des citoyens? Alors, il y a plusieurs gestes qui sont déjà entrepris, des dossiers qui avancent dans ce sens-là, et le rapport, effectivement, nous rassure que nos constatations étaient bien fondées et qu'on travaille dans la bonne direction. Et elle dit, entre autres, conclusion de l'enquête spéciale sur le financement des infrastructures attendue cet automne. Ça sent bien? Oui, oui. Bien, écoutez, il y a plusieurs dossiers qui roulent au niveau du financement, au niveau des enquêtes. Je vous prédis que dans les prochaines semaines, il y aura des annonces de fait par l'administration qui va toucher encore des décisions et des gestes au niveau de l'intégrité. Nous avons une volonté ferme de récupérer les argents qui ont été détournés ou volés aux citoyens de Ville de Laval. Vous ouvrez une porte, là. Oui, oui. Laval en fleurs. Oui. C'est un bel exemple, ça. Effectivement. 200 911 $ et un sou. C'est ça. Ça a été un premier geste qui démontre notre volonté et nous attendons des développements dans ce dossier-là, peut-être sous peu, là. Okay? Est-ce que vous pouvez commenter aussi la poursuite qui est la plus importante de l'histoire de la Ville de Laval par rapport au projet Commodore? On vous poursuit pour 64 millions de dollars. Bon, écoutez, la poursuite avait été annoncée avant même qu'on soit au pouvoir, à la mairesse, si vous vous rappelez, à l'époque. Et j'avais même reçu une mise en demeure me disant que je serais personnellement poursuivi si je faisais référence à ce dossier-là. À notre arrivée au pouvoir, on a adressé ce dossier-là. On a donné un mandat à une firme spécialisée, des jurys comptables et des avocats pour clarifier ce qui s'était passé dans ce dossier-là, à savoir, est-ce qu'effectivement, il y a eu... les règles ont été suivies au niveau des changements de zonage, puis tout ça. Le dépôt de ce rapport-là devrait se faire dans les prochains jours. Les développements sont concrets. Et sur la foi d'un rapport verbal, nous avons pris la décision de ramener le zonage, le règlement de zonage sur les terrains du Commodore, du projet Le Commodore, tel qu'appelé, tels qu'ils étaient avant le changement qui avait été fait par l'ancienne administration. Parce qu'il était zoné de quoi à quoi? Bien, écoutez, ils ont changé le zonage qui est parti d'une marina et parc à permettre un édifice en hauteur sans limite d'étage. Alors, nous, on le ramène à marina et parc. Et dans les prochains jours, prochaines semaines, il y aura des développements, des nouvelles dans ce dossier-là d'une façon bien précise. Mais je peux rassurer les citoyens que les décisions que nous avons prises dans ce dossier-là ont été prises sur des bases juridiques solides et que je ne suis pas inquiet concernant la poursuite. Vous avez accueilli un nouveau membre dans votre parti, qui était du parti de l'opposition. Je parle entre autres de Paolo Galati, qui est de Saint-Vincent-de-Paul, si je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir au sein de son parti, de son équipe, quelqu'un qui était notre opposant pas si longtemps avant? Écoutez, nous, quand on est rentré au pouvoir, je vous dirais, je pense, l'élection a eu lieu le 3 novembre.
Le 4, j'étais à l'hôtel de ville parce que la direction générale voulait me rencontrer. Et le 6 ou le 7, j'ai rencontré tous les membres de l'opposition et les candidats indépendants ici, pour leur dire, écoutez, nous, de la façon qu'on voit ça, nous avons la responsabilité commune de bien servir nos citoyens. Donc, de travailler ensemble. De travailler ensemble. Alors, la première chose, j'ai dit, la sermentation, comment vous voyez ça? On fait-tu ça séparément ou on fait ça tout le monde ensemble? Alors, depuis le début, on tend la main à ceux et celles qui veulent travailler d'une façon positive. Il y en a qui ont choisi d'occuper la responsabilité d'opposition officielle et qui s'opposent. M. Galetti était toujours plus modeste, plus modéré dans ses propos et à un moment donné, il y a eu des contacts et il a manifesté un intérêt. Alors, on a gardé, nous, les critères, les procédures. Il y avait le profil pour vous. C'est ça. Okay. Et tous nos personnes signent des documents, tous nos élus ont signé des documents, comme quoi ils n'étaient pas impliqués dans des procédures judiciaires, des vérifications sont faites. Alors, il y a tout un processus au niveau de l'intégrité qui est appliqué. Et après ça, sa candidature a été présentée à l'ensemble des élus et il y a eu un vote secret de prix, à savoir, est-ce qu'effectivement les gens sont à l'aise de l'accueillir? Et les gens étaient heureux, à l'aise de l'accueillir. Et c'est de cette façon-là que ça s'est fait. Et il y a eu des rencontres préparatoires. Et on est juste heureux qu'il y a quelqu'un qui veut travailler pour les citoyens de Saint-Vincent-de-Paul, à construire Laval, à bien servir ses citoyens plutôt qu'à critiquer. Mais est-ce que c'est souhaitable de ne pas avoir d'opposition? Parce que l'opposition nous amène aussi à nous questionner, à réfléchir quelquefois sur des idées qu'on a et qui peut-être ne sont pas aussi bonnes qu'on le croit au départ? Bien, écoutez, moi je vous dirais qu'à l'intérieur même du mouvement lavallois, on se questionne. Chacun amène sa pensée, sa façon de voir les choses et on se remet en question. Et l'administration actuelle, ce n'est pas le fait d'une seule personne, c'est le travail d'équipe. Vous savez, avant, il y avait le maire qui était ici à plein temps. Là, vous avez 5 membres de l'exécutif qui sont ici à plein temps et plusieurs des conseillers ont des responsabilités qui fait qu'ils travaillent 3-4 jours par semaine strictement pour les citoyens de Ville de Laval. Alors, le nombre d'heures au niveau de l'implication politique du conseil municipal, c'est du jamais vu. Alors, c'est un travail d'équipe. Le travail d'équipe amène le choc des idées, amène des discussions, mais toujours constructives. On n'a pu, à l'interne, on n'a pas besoin de dire « je suis l'opposition, donc il faut que je me pose ». Il faut que je trouve une façon de me mettre en évidence en m'opposant à quelque chose. On y va sur le mérite de la décision ou de la situation. Il y a des décisions qui se prennent à l'intérieur de façon avec votre équipe, là, puis on échange les idées. Il y a même le citoyen normal qui peut vous faire changer. Et je pense entre autres à cette décision que vous avez prise de ne plus utiliser de bouteilles d'eau, de l'eau embouteillée à partir du printemps 2015. Et cette initiative-là, elle vient des jeunes dans le cadre de la coop Expo Sciences, de l'école Odyssée des jeunes. Parlez-moi de ça. Écoutez, non seulement on visite les entreprises, on visite les lieux de travail de nos employés, on veut visiter aussi l'ensemble des organismes qui s'impliquent dans la communauté. Alors, une des choses, c'est qu'on a visité l'école. Et à cette occasion-là, les jeunes qui ont organisé nous ont présenté une pétition disant que, évidemment, les contenants en plastique étaient devenus un fléau écologique et qu'il y avait des mesures qui sont importantes d'être prises. Et ils nous ont demandé si on était d'accord à bannir les bouteilles d'eau de l'hôtel de ville. Alors, on a fait plus que ça. On les a bannis des édifices de Ville de Laval et je les ai invités à la fin d'année ou au début de l'année prochaine à revenir vérifier à l'hôtel de ville. C'est un petit comité exécutif de peut-être 7-8 jeunes à l'école. Des troubles de langage et de dysphasie en plus. Alors, non seulement il y avait l'aspect environnemental qui était une cible importante, mais il y avait l'aspect d'envoyer un message clair à notre jeunesse que
peu importe la situation, si tu t'impliques, tu peux changer des choses dans la société. Et ça, pour nous, c'est important. Alors, oui, sur ces deux aspects-là, la décision a été facile à prendre. Il y avait M. Decotis et moi, cette réunion-là, au niveau des élus. On s'est regardé, on s'est fait signe, on dit, on embarque. Il nous appartient de convaincre le reste du conseil, et ça s'est fait dans à peu près 30 secondes. Et à partir du printemps, plus de bouteilles d'eau ici. C'est ça. Ou ailleurs. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner une chose, que Ville de Laval, dans la prochaine année, va consulter les citoyens sur l'ensemble, plan d'aménagement, le plan d'urbanisme. Bien, le 50e et en ce moment. Le 50e. Ouais, alors, il n'y a jamais une ville majeure va avoir déployé et mis en œuvre des systèmes de consultation publique pour dessiner ce à quoi on veut que Ville-Laval ressemble dans 20 ans. En rafale, j'ai 30 secondes. La 19, qu'est-ce qui arrive avec ça? La 19, on a rencontré le ministre, je viens de faire un vidéoclip. On veut que ça se réalise selon les échéanciers prévus. Et le ministre nous a rassurés sur son intention. Alors, on devrait avoir des bonnes nouvelles et on a rendez-vous avec le BAP pour l'évaluation du projet. Et la 19 va inclure une voie dédié au transport en commun et le service de transport en commun. Alors, ça devrait décongestionner une partie de la circulation. Enfin. Place Belle. Place Belle. On s'est rendu au Conseil des ministres. On espère, dans les prochains jours, pouvoir faire des annonces profitables concernant la Place Belle. Le dossier avance et on sera en mesure d'établir un échéancier. Je vous laisse 30 secondes avec le mot de la fin à vos citoyens et citoyennes qui vous regardent. Alors, bien, merci de prendre le temps de nous regarder. C'est important pour nous d'informer nos citoyens. Nous sommes ici au service des citoyens. Et merci à la télévision communautaire de nous permettre de vous informer. Et je vous souhaite de passer du bon temps jusqu'au prochain rendez-vous. Merci. C'est la rentrée officielle. On se revoit le mois prochain. Merci, M. le maire. Merci. À la semaine prochaine. Je dis à la semaine prochaine. Au mois prochain, avec cette rencontre en direct du Bureau du maire. Au revoir tout le monde.